J'ai géré une boîte à 150 000 € par mois pendant un mois et j'ai appris ça. Imagine, du jour au lendemain, on te donne les clés d'une entreprise à plus de 150 000 € par mois qui n'est pas la tienne. Tu n'as pas créé cette boîte, elle ne repose pas sur ta personal brand, mais maintenant, c'est toi qui dois tout gérer. Et si tu fais une erreur, c'est des dizaines de milliers d'euros qui partent en fumée. C'est ce qui m'est arrivé pendant 30 jours et j'ai appris par l'expérience des leçons que tu dois absolument connaître si tu veux un jour scaler ton business. Mais avant de te donner ces leçons, laisse-moi t'expliquer comment j'ai atterri là-dedans. À l'époque, j'étais COO, Chief Operating Officer et responsable marketing de cette entreprise. J'étais en quelque sorte le bras droit du CEO, celui en qui il a une confiance aveugle. Mon rôle, c'était d'optimiser, de structurer et d'aider à scaler cette entreprise. En vrai, je travaillais comme si c'était la mienne. Il n'y avait pas de différence. Pour moi, c'était mon entreprise, c'était mon bébé, c'était mon projet. Mais un jour, lors d'un dîner avec Jérémy, le CEO de cette entreprise, bien, il fait une grande annonce. Il va devenir papa. Et ce jour-là, j'ai su que les choses allaient changer. Évidemment, avec le nouveau rôle de papa, il allait devoir prendre un congé paternité. Et moi, j'allais me retrouver à devoir gérer l'entreprise en autonomie, comme l'offrait un PDG. Quelques mois sont passés, les mois de grossesse, et puis un jour, le jour J est arrivé. On a déployé le plan d'urgence Bébé est là. J'ai reçu un document me disant que le plan devait être déployé. Et sur ce plan, Jérémy avait écrit « Bienvenue, vis ma vie de CEO, tu vas bien t'amuser ». Et je peux vous dire que je me suis bien amusé pendant un mois. Je m'occupais principalement du pôle marketing. Là, j'étais devenu le capitaine du navire. J'aime bien me spécialiser et devenir très bon dans une expertise. Moi, c'est le marketing en ligne. Là, je devais avoir la vision globale et driver les équipes. Et certaines tâches qui étaient optionnelles ou que je pouvais décaler au lendemain, soudainement sont devenues obligatoires. C'est là que j'ai découvert à quel point on sous-estime le rôle du CEO. Ok, pause rapide. Est-ce que tu peux honnêtement répondre à cette question? Sais-tu exactement quelles compétences marketing il te manque pour passer au niveau d'après? Et si t'hésites, c'est normal. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé un quiz ultra rapide qui te dira exactement où t'en es, ton profil marketing et comment progresser. Ça prend 30 secondes et tu peux accéder au quiz en cliquant sur le premier lien dans la description. La première leçon de ces 7 leçons que je vais te partager dans cette vidéo, c'est que l'équipe sous-estime souvent la charge mentale et la charge de travail du CEO. Ce qui est drôle dans les entreprises, c'est que souvent, quand on est technicien ou spécialiste, on va avoir tendance à penser que l'entreprise ne serait rien sans nous, que c'est nous qui apportons le plus de valeur à l'entreprise et on est focus sur notre pôle. Par exemple, si on prend une entreprise industrielle, le technicien va dire « mais c'est moi qui conçois le produit, sans produit, il n'y a pas d'entreprise, donc c'est moi le maillon le plus important de l'entreprise et en fait sans moi il n'y aurait rien. Ce technicien va penser qu'il ferait mieux de lancer sa propre entreprise puisqu'il est capable de faire tout le travail et que le chef d'entreprise ne sert à rien. La vérité c'est qu'un CEO effectivement ne fait pas tout le travail technique opérationnel, mais sans lui personne ne sait vraiment où aller puisque c'est lui qui va donner les virages stratégiques, c'est lui qui va apporter la vision. Et ce que j'ai compris durant ces 30 jours, c'est que la croissance d'une entreprise, je parle pas de stagner, je parle vraiment de la croissance, va demander une impulsion constante de la part de l'entrepreneur, de la part de celui qui amène la vision. Et cette impulsion, elle est transmise aux équipes. Et ces équipes, ensuite, vont exécuter pour mettre en œuvre cette vision. Mais la croissance ne vient pas sans pousser. La croissance ne vient pas sans cette impulsion du CEO. Si le CEO se repose sur ses lauriers en termes de vision et d'impulsion, l'entreprise va stagner puisque toute l'équipe derrière va se reposer également sur ses lauriers. Et ça, c'est une dynamique interne que j'ai bien ressentie durant ces 30 jours. Il y a un autre élément qui est peut-être moins visible, mais tout aussi important et qui peut également être un piège, c'est l'obsession du business. Et c'est le point numéro 2 que je veux te partager dans cette vidéo. Être CEO, c'est penser H24 au business. Quand tu es CEO, c'est impossible de décrocher. Même la nuit, tu réfléchis à des stratégies, à des problèmes potentiels qui pourraient se passer, aux risques, à si tu prends la bonne décision, etc. Et c'est compréhensible. S'il y a un bug technique à 23h ou pendant le week-end, c'est peut-être sur par exemple, ces 2 jours de week-end où tu es censé être off. Si tu choisis d'être vraiment off et d'être un CEO qui ne touche pas à son business pendant le week-end, en fait, ces 2 jours vont peut-être te faire perdre 10, 20, 30 000 euros, 50 000 euros sur 2 jours. Un petit bug technique qui arrive le soir ou le week-end peut avoir d'énormes impacts. Si je prends l'exemple d'un business qui repose sur de la publicité payante, si ton site internet a un bug et que la redirection saute par exemple et que au final tu te retrouves à envoyer du trafic publicitaire sur une page qui a sauté, tu peux te faire shutdown, c'est-à-dire tu peux te faire désactiver ton compte publicitaire d'un claquement de doigts et perdre ta source de trafic
principale, celle qui t'amenait du business et des revenus, parce que t'as pas réagi assez vite. Comment est-ce que tu veux dormir sereinement quand tu sais ça? Évidemment que c'est plus dur de partir en week-end en se disant je coupe pour 48 heures, je ne touche pas à mon ordi, je regarde pas mes mails ni mes notifications. Donc être CEO, c'est penser au business H24. Si je prends l'exemple des recrutements, un mauvais recrutement, c'est des mois de travail qui sont entre guillemets foutus en l'air. Bien sûr que tu vas apprendre, mais ça peut être des mois de travail et de l'argent aussi perdu. Un problème de cash flow, c'est des risques de pas pouvoir payer ceux que tu emploies ou les freelances avec qui tu travailles. En fait, quand tu as un petit business, tes actions peuvent être décalées du jour au lendemain, ça n'a pas trop d'impact en fait. La différence entre un petit business et un business qui commence à prendre de l'ampleur, comme celui que j'ai géré à 150 000 euros par mois, c'est qu'un petit business, il n'y a pas d'impact si tu fais pas les actions ou si tu les décales du jour au lendemain. Pareil, si tu es, entre guillemets, juste responsable d'un pôle dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui peuvent attendre le lendemain pour être fait ou même le surlendemain, ça va pas avoir un énorme impact. Mais quand tu es CEO, non. Chaque jour, tu as certaines actions qui sont indispensables à faire et qui ont un enjeu de vie ou de mort sur ton business. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui va s'occuper d'un pôle ou le fait d'avoir un petit business vs avoir un business qui commence à avoir de l'ampleur. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois, tu as aussi moins d'actions indispensables à faire que ce que tu pourrais penser. Il faut juste savoir se concentrer sur la bonne chose. Une des choses à faire, c'est de communiquer pour son business en tant que CEO, quelque chose qui est super important. Et si tu communiques tous les jours et que ton équipe fait le reste, ça fait la bonne chose à faire, mais il faut que tu le fasses de manière régulière. Il y a certaines choses comme ça que tu peux pas juste décaler et procrastiner. Mais même en étant ultra organisé, en planifiant bien les différents projets, en structurant, il y a toujours des imprévus. En business, un peu à l'image de la vie, il y a la loi de Murphy qui s'applique. Et la loi de Murphy appliquée au business, c'est tout ce qui peut mal tourner dans ton business ou dans tes pôles va mal tourner, et tôt ou tard. Et c'est pour ça qu'un CEO ne peut jamais totalement faire confiance sans contrôle. Confiance et contrôle. C'est le troisième point, la troisième leçon que j'ai tirée de cette expérience. Il y a une fine ligne entre leadership et chaos opérationnel dans toute la boîte. Je fais confiance à mon équipe et je faisais confiance à mon équipe, mais j'ai rapidement été confronté à cette phrase: la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est tellement vrai. Tu peux laisser ton équipe gérer un projet en autonomie, c'est trop bien. Le seul truc, c'est quand tu es dans un business où tu es le CEO et tu es le seul CEO puisque tu travailles avec beaucoup de freelance autour de toi, ils font n'importe quoi. C'est qui doit rattraper la catastrophe? C'est toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es responsable. Donc au final, une fine ligne entre leadership et contrôle. Tu peux faire confiance, mais ça ne t'empêche pas de contrôler. Donc la leçon, c'est vraiment de ne jamais supposer que les choses sont bien faites, vérifier. Sans être un contrôle freak et d'être un maniaque de vérification, et juste vérifier et contrôler de manière aléatoire pour savoir que tout est bien fait. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai mis un vieux papier sur mon micro, c'est juste que j'en avais marre de faire de la publicité pour la marque de ce micro. Et là, comme je vis de Airbnb en Airbnb, en fait, j'ai décidé de découper une feuille de papier à l'arrache, de prendre non pas du scotch, mais des pansements, parce que j'avais que ça qui collait pour coller au micro. Et maintenant, on voit bien, enfin j'espère qu'on voit, j'ai pas encore vérifié, Willever.fr. Et Willever.fr, je préfère faire de la pub à mon entreprise qui aide les entrepreneurs et les marketeurs à level up sur leur marketing et leurs compétences pour atteindre leurs objectifs d'impact et de finance dans leur business. Willever.fr, tu peux aller sur le site si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus. Mais même en contrôlant ce que faisait l'équipe, les décisions qu'ils prenaient et en ayant un œil un peu sur tout, en étant un peu partout présent en même temps, un autre problème est apparu, et ce problème, c'est le manque de leadership. Et c'est difficile puisque on a besoin de personnes qui tranchent, et à la fois s'ils prennent des mauvaises décisions, ça nous retombe dessus en tant que CEO. En même temps, sans leader pour trancher, la boîte devient molle, et c'est nous, CEO, qui devons prendre 1 million de décisions par jour, et on devient le goulot d'étranglement parce que tout le monde nous sollicite H24, que ce soit les équipes, les partenaires, les clients, etc. Donc tout ne peut pas reposer sur le CEO. On a besoin de leaders et de leaders qui prennent des bonnes décisions, des décisions qu'ils assument et des décisions sur lesquelles ils sont responsables si en fait le résultat attendu n'est pas celui souhaité. Si personne ne tranche, l'entreprise stagne. Une boîte sans leader devient une démocratie inefficace, et ça a été un problème. Pendant ce mois où j'étais CEO de l'entreprise, on a mis parfois 1 semaine à prendre une décision minuscule parce que personne n'était capable de trancher, de se mouiller. Et c'est pas un reproche. En fait, tout le monde reportait la responsabilité de la prise de décision sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on arrive à cette boîte molle où tu mets 1 semaine, pour prendre une petite décision et faire avancer un projet. Donc ça, pour un CEO, c'est ultra dangereux parce que t'es 30 dans la boîte et t'es pas capable d'avancer aussi rapidement que quand t'étais 5
risques. Et il y a un principe en business qui est move fast, break things. Donc tu veux casser des choses et tu veux move fast. Et si tu casses des choses, évidemment, tu vas pas tout le temps revenir dans la tête du CEO en mode urgence, pompier. Non, ok, t'as cassé des choses. Comment est-ce que tu les répares en tant que responsable et leader de ton pôle, de l'entreprise? Et récemment, j'ai découvert un principe pour augmenter l'engagement décisionnel des employés ou des freelances avec qui on travaille. Et en fait, ce principe, c'est le principe de one yes, one no. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les petites boîtes ont un avantage concurrentiel, c'est qu'elles fonctionnent sur un one yes mode. Et le one yes mode, il suffit qu'il y ait un oui pour que la décision passe. Par exemple, on se dit, on lance tel projet, ok, qui fait ça? Boum, il y a une personne qui prend le projet, il y a eu un oui, puisque la personne est capable de le faire, la décision est prise, la personne avance sur ce projet. Et le truc, c'est que quand tu grossis, en fait, tu passes de plus en plus dans un système one no, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un seul non. Donc si tu prends par exemple un système hiérarchique avec 3 étages, le CEO, le manager et le freelance exécutant, en fait, il suffit qu'il y en ait un parmi les 3 qui disent non, et puis le projet ne passe pas en fait. Et la conséquence de ça, c'est que du coup, on est beaucoup plus immobilisé. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter l'engagement décisionnel en repassant, non pas sur un système de one no avec du coup une démocratie inefficace, mais en faisant l'effort dans la phase de scaling, de rester sur un modèle one yes. Il suffit qu'il y ait un oui et le projet passe, et non pas il suffit que dans les 10 personnes qui est dans l'équipe, il faut mettre tout le monde d'accord. Si une personne n'est pas d'accord, alors dans ce cas, on fait pas le projet. Ça n'a aucun sens. Ça immobilise les boîtes et on veut toujours aller vite, casser des choses, réparer et scaler comme ça. Et quand j'ai découvert du coup ce 4e principe qui est sans leader pour trancher, la boîte devient molle, eh bien, j'ai aussi compris pourquoi un CEO est payé 10 fois plus que les autres. Je l'ai intégré à un tout autre niveau. Puisque, en tant que partenaire de business, j'ai beaucoup, par le passé, travaillé avec des CEO qui ne pensaient qu'à s'enrichir eux-mêmes. La réalité, c'est que leurs clients, ils s'en foutaient un peu. Leurs prestataires, ils s'en foutaient. Ils voulaient les payer le moins possible. Les freelances avec qui ils travaillaient, ils s'en foutaient également. Bref, tout était pour eux, rien pour leurs équipes, rien pour leurs clients. Il y en a beaucoup des comme ça, méfiez-vous, ils sont près de vous. Et vous en connaissez sûrement. Et du coup, sans partir dans cet extrême de je veux, moi, prendre un énorme salaire, faire des millions et payer le strict minimum à tous les autres. Et en fait, aujourd'hui, je comprends tout de même pourquoi un CEO est payé 10 fois plus que ses employés ou son équipe. En fait, ce qu'on paie chez un CEO, c'est ses couilles. Je vais être cru, c'est le fait de prendre des décisions audacieuses. Parce qu'avoir une vision, c'est une décision, on va aller dans cette direction, on va dans cette direction. C'est une décision qui demande d'en avoir. C'est du coup prendre également des risques. Et si le CEO prend une mauvaise décision, eh bien ça peut changer l'avenir de la boîte. La réalité, c'est que plein de CEO ont pris de mauvaises décisions par le passé et des boîtes ont coulé. Une mauvaise vision par rapport au marché et l'entreprise coule. Si tu prends par exemple Blockbuster, qui était leader dans la location de films avec 800 points de vente mondialement connus. En 2000, ils ont refusé d'acheter Netflix. Ils se sont foutus de la gueule de Netflix. Ils pouvaient racheter Netflix pour 50 millions de dollars. Sauf qu'ils croyaient pas dans le streaming. Ils pensaient pas que ça décollerait. Mauvaise vision de la part du CEO. Il a amené l'entreprise à faire des Blu-ray au lieu d'investir dans le streaming. Résultat, Netflix a explosé. Netflix aujourd'hui pèse 431 milliards de dollars et non 50 millions d'euros. Et Blockbuster, en 2010, a coulé. Ils ont fait faillite. Il reste 15 stores alors qu'il y en avait plus de 800. Non, en fait, ils avaient 9000 magasins dans le monde. 800, j'ai dit 800, mais c'était 9000. Deuxième exemple, c'est Kodak. Kodak qui a été pionnier de la photo, qui a inventé le premier appareil photo numérique en 1975 et qui est resté sur la pellicule, qui a fait faillite en 2012. Et là, je te donne un dernier exemple qui est plus récent, qui je pense va bientôt faire faillite, qui est dans une peine pas possible en ce moment, c'est GoPro. Oui, GoPro. J'ai acheté une GoPro et ensuite j'ai su que j'ai fait une erreur puisque GoPro a dominé le marché pendant longtemps, mais là, sa valorisation est passée de 10 milliards à moins d'1 milliard en 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas assez innové, parce qu'ils n'ont pas su lire les tendances et investir dans les bonnes tendances, parce qu'ils n'ont pas su concrétiser leurs projets, etc. Donc oui, être CEO, c'est prendre des décisions audacieuses en termes de vision, c'est prendre des risques. Ces risques amènent des coûts, ça peut être risqué pour l'entreprise. Une mauvaise décision peut changer l'avenir de l'entreprise. Ça peut être un mauvais recrutement, ça peut être le fait de virer un membre clé de l'entreprise, ça peut changer l'avenir de l'entreprise, ça aussi. Et ça, c'est un point sur lequel aussi il faut être vigilant. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Être CEO, c'est également souvent se retrouver à se battre pour que son équipe puisse être payée, puisque être CEO, c'est
celui qui amène l'âme de l'entreprise, c'est celui qui amène la culture, c'est celui qui doit être un exemple, c'est celui qui va rendre l'entité vivante puisque c'est sa vision que va construire l'équipe. Être CEO, c'est être capable de prendre des risques calculés, c'est être capable d'être résilient sous pression. Et c'est la raison pour laquelle un CEO est beaucoup plus payé. Mais si tu veux savoir ce qui m'a le plus surpris, c'est pas le rôle du CEO en soi, mais c'est pourquoi à la suite de ces 30 jours, j'ai décidé de ne pas le devenir. En tout cas, de ne pas devenir CEO d'une entreprise de cette forme-là. Après 30 jours, j'ai pris ma casquette de CEO et je l'ai redonnée à Jérémy et je lui dis c'était sympa, c'était une bonne expérience, merci, mais je veux pas de ça pour ma vie, c'est pas aujourd'hui ce qui me passionne par rapport à ce dont j'ai envie. Et j'ai choisi de rester bras droit / marketeur dans les coulisses du développement de cette entreprise qui est Coleman Publishing. Les avantages de rester dans les coulisses et d'être un marketeur dans les coulisses, c'est que tu as moins de pression mentale et émotionnelle. J'ai également plus de liberté dans les projets sur lesquels je travaille. Je sais que j'ai un rôle clé et ça c'est important pour moi de savoir que j'ai un vrai impact, mais j'ai pas à porter 100% de la charge mentale, de la responsabilité d'avoir ce genre de boîte avec tous les pôles sur mes épaules. Et la réalité, c'est que on a dit que j'étais CEO pendant cette période, c'était mon rôle, mais moi j'avais pas forcément la vision et ces 30 jours, j'ai fait en sorte déjà de maintenir le CA, juste le maintenir et ça m'a demandé toutes ces prises de conscience que je t'ai partagées dans cette vidéo. Je fantasmais un peu sur le titre de CEO, je trouve ça cool, au niveau du statut c'est agréable de dire ouais je suis CEO etc. Mais tout le monde trouve que CEO est cool jusqu'à ce qu'il voit ce que ça implique. Ensuite, on peut modérer nos propos. Et ce que j'ai découvert en étant marketeur et bras droit, donc un peu le numéro 2 de cette entreprise à l'époque, c'est qu'il y a une opportunité énorme pour ceux qui rêvent d'avoir un rôle clé sans être CEO et d'avoir toute cette pression sur ses épaules. En fait, les entrepreneurs manquent cruellement de personnes sur qui compter, de bras droit ou de marketeurs. Donc si tu sais structurer, organiser, exécuter, tu peux aujourd'hui bosser avec les plus gros entrepreneurs et sécuriser un rôle clé dans leur entreprise. Le plus gros besoin d'un entrepreneur, c'est d'avoir une personne de confiance sur qui compter, avec qui il est proche, il est plus proche que les freelances qui vont juste exécuter, et quelqu'un qui est au sommet comme lui. Puisque quand on est au sommet de la pyramide, par définition, une pyramide, il y a beaucoup de personnes en bas, et plus tu montes dans les échelons, plus tu es seul. Donc un CEO a besoin d'une personne à qui il peut partager ses doutes au sommet, les décisions, la vision, et cette personne va pouvoir agir comme un sparring partner pour l'aider à y voir plus clair. Et c'est une option qui est souvent sous-estimée, puisque être marketeur en coulisses, être bras droit opérationnel, c'est pas sexy en termes de statut. Pourtant, tu gagnes beaucoup, t'as moins de stress, tu travailles avec les meilleurs entrepreneurs, t'apprends beaucoup et tu prends pas tous les risques, t'es une énorme valeur ajoutée pour les entreprises en croissance, il y a énormément de choses à prendre si t'es pas à la recherche du statut game et que tu veux vivre la vie qui te fait plaisir, travailler en équipe sur des projets enrichissants et qui te passionnent. Pour moi, c'est le meilleur des mondes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, eh bien, j'ai préparé un quiz qui te permet d'identifier ton profil marketing et de voir où tu te situes un peu et quelles sont les prochaines étapes sur lesquelles tu devrais travailler pour level up en termes de marketing et bosser avec les meilleurs entrepreneurs du web. Ça prend 30 secondes, c'est gratuit, le lien est dans la description, donc fais-le maintenant et dis-moi ton résultat en commentaire. Pour conclure, gérer une boîte à 150 000 euros par mois pendant 30 jours, ça m'a vraiment transformé, ça m'a décomplexé aussi du fait de pas être un CEO dans ce type d'entreprise, puisque évidemment je suis CEO de ma propre entreprise, mais j'ai pas d'énormes équipes à gérer et c'est beaucoup plus simple de gérer ce type d'entreprise, de solo entreprise / mi-agence, je suis un peu entre les deux. J'ai compris ce qu'était vraiment, ce que ça demandait de gérer une boîte de ce niveau. J'ai compris également pourquoi c'est pas fait pour tout le monde. Et toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu préfères être CEO ou bras droit ou marketeur pour des entrepreneurs? Je suis vraiment curieux de ta réponse et si tu veux que je te montre comment devenir un bras droit stratégique ou un marketeur, eh bien fais le quiz que tu retrouveras dans le premier lien dans la description. C'était Xarius, à bientôt.